Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, c'est vous, c'est nous. C'est surtout elle. Elle s'appelle Patricia Kosolev Amar. Elle est en Israël depuis 5 ans. Et après avoir été prof de littérature, on va dire au moins pendant 20 ans en France, eh bien, elle a sauté le pas. Elle est venue s'installer en Israël. Bonjour Patricia. Bonjour. Eh bien, on est très content de vous accueillir. Enfin, moi, je suis très contente de vous accueillir parce que c'est un parcours un peu, on va dire, fait de haut et de bas, d'aller, de retour, de je t'aime moi non plus, voilà. C'était difficile de prendre cette décision au final. En fait, j'ai raté le coche. Une amoureuse quand même de la langue française, faut quand même le dire. Ah ouais, complètement. Et ça, toujours. Hein. Mais c'est vrai que j'ai loupé le coche 2 fois pour mon Alia. La première fois, j'étais ado et j'étais jeune fille juste après le bac et mes parents sont partis aux États-Unis. Donc, j'ai dû rester en France. J'ai fait une dépression nerveuse. La deuxième fois, j'étais à 2 doigts de partir. Je commençais à faire à travailler en Israël. Et ma sœur est décédée en Israël. Et la 3e fois... Et donc, ça vous a complètement détaché? Ah oui, ça m'a éloignée, ouais. Oui, parce qu'il y a eu des erreurs médicales, il y a eu des choses comme ça. Et la 3e fois, j'ai eu un gros pépin dans ma famille. Et quand ça s'est un peu calmé, j'ai dit, bon, maintenant, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'y vais. J'ai réuni mon ex-mari, mes fils, et j'ai dit, écoutez les copains, moi j'y vais. Pas qu'ils même me suivent, mais en tout cas, je vais être le point d'ancrage là-bas. Et comme ça, quand vous serez prêts, ou quand vous voulez, ou si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Évidemment, le papa était pas super content parce qu'il a une compagne en France. Mon cadet, il a dit tout de suite, ok, je viens. Et l'aîné ne pouvait pas venir à ce moment-là. Et ça a pris un peu de temps, mais il est venu quand même. Ça a pris du temps. Après, bon, voilà, je suis arrivée ici, j'ai installé, pas un rond, bien sûr. Pas d'argent. Hein, vraiment pas d'argent. Alors, on a tous quand même un élément déclencheur, surtout ceux qui ont hésité plusieurs fois. À un moment, quand on dit stop, qu'est-ce qui a été pour vous le moment où vraiment ça a basculé dans votre tête? Eh bien, déjà, j'avais 2 vies, puisque je travaillais dans le théâtre et dans les collèges, etc. J'avais une école de théâtre et par ailleurs, j'étais prof en collège et lycée. Dans des zones difficiles? Dans des zones extrêmement difficiles. Enfin, dans des zones où il n'y a pas de juifs, quoi. Hein, par exemple? Faut le dire. Par exemple, Villepinte, par exemple, Vitry-sur-Seine, dans certains collèges et lycées, il y a pas... J'étais la seule juive, hein, c'était clair. Donc, toujours ni dans le corps professoral, ni au niveau des élèves. Il n'y a personne. Il n'y a personne. D'accord. Et donc, et à côté de ça, j'avais 2 fils Shomrim Shabbat quand même. C'est-à-dire, moi, je l'étais gentiment, je préparais tout, et mes fils étaient Shomer Shabbat. Observant des mitzvot, ok. Donc, mais très respectueux de ma personne, du théâtre et tout ça. Donc, une vie comme ça, coupée en 2, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, d'un côté, ma vie professionnelle où je taisais... votre appartenance. Au bout d'un moment, ouais. Je taisais mon judaïsme, je taisais ma passion pour Israël, puisque ça date de mes 18 ans. Je taisais tout ça, et presque de manière inconsciente, je trouvais presque ça normal. Et puis, de l'autre côté, donc, j'avais les Shabbats... Une vie juive. Ouais, une vie juive. Non, mais c'est vrai, mais... Et on est souvent schizophrène dans ces cas-là. Complètement. C'était un peu ça, quoi. Et l'élément déclencheur, c'est un jour à Avignon, j'ai 2 spectacles. Donc au Festival d'Avignon. Au Festival d'Avignon, j'ai 2 spectacles, un qui marche bien et un qui marche pas bien. Et le spectacle qui marche pas bien, il y a 8 comédiens, tous de gauche, bien sûr. Moi aussi, j'étais plus ou moins de gauche. Hein. Et j'ai une amie israélienne, franco-israélienne, Frédéric, qui me dit « Je te rejoins à Avignon ». Génial. Elle arrive, elle me téléphone. Je lui dis « Écoute, j'arrive au théâtre ». Elle me dit « Je suis au théâtre, etc. » On se croise au milieu d'Avignon, au centre d'Avignon. Elle me dit « Oh, j'ai croisé tes comédiens ». Et là, je deviens blême et je lui dis « Tu leur as pas dit que tu étais israélienne ?» Elle me regarde, elle devient blême. Elle me dit « Si ». Et là, je comprends dans ma tête que je suis scindée
Et que elle, là, pour moi, elle vient de faire quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire, elle a rassemblé mes deux parties. Et je sais, c'est la moitié du festival, on est à peu près mi-juillet, je sais que mon festival, avec cette pièce-là, c'est foutu. Et effectivement, je me suis fait traiter de sorcière juive, de colon, par mes comédiens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben oui, mais en même temps, c'était le revers de la médaille. Je disais pas que j'étais juive, je disais pas que j'adorais Israël, je disais pas que j'avais des fils qui faisaient Shabbat. Donc à un moment donné, eux, ils se prennent tout ça dans la figure. Finalement, ils comprennent que j'ai un lien fort à cette identité. Et ils n'acceptent pas. Voilà, non, les artistes. Donc ça vous a fait un gros choc. Vous avez dit, j'ai plus ma place. J'ai fait une grosse dépression à ce moment-là, pendant le festival. Et après, je me suis dit, j'ai un vrai problème. Je suis vraiment schizophrène. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter ça. D'accord. Alors, vous avez aussi travaillé beaucoup, parce que vous aviez une école de théâtre, Teatro Pazzo en France pendant 25 ans, et vous avez beaucoup travaillé dans les quartiers défavorisés de Paris. Tout à fait. C'est à Ménilmontant, votre école. Et vous avez donc, alors là aussi, caché votre identité juive. Bien entendu. Un jour, j'ai pris mon fils Ariel avec moi, parce que je faisais un stage de tragédie grecque avec des jeunes d'une cave, des gamins en très, très grande difficulté, vraiment vivant en hôtel, etc. Et mon fils, il a environ 6-7 ans, 8 ans. Je le prends avec moi parce qu'il n'y a pas de babysitter, il n'y a pas de truc. Et elle regarde, la gamine, elle est en train de regarder un dictionnaire où il y a tous les drapeaux. Et elle met son doigt sur le drapeau d'Israël et elle dit à mon fils, tu vois, ces gens-là, là, tu vois ce drapeau-là, c'est un drapeau, il faut tous les tuer, nanani, nanana, etc. Et je vois mon fils qui blêmit. Il me dit bon maman, là je crois que il faut, c'est dangereux là parce qu'elle dit qu'elle aime pas Israël. Ouais, il était en école juive, mon fils. Ouais, c'était compliqué à gérer tout ça. Voilà. Mais vous vous rendiez compte, vous avez senti l'antisémitisme monter en France, vous avez senti. Bien entendu. Ouais. Avec vos élèves. J'ai senti le moment déjà de la deuxième intifada, où moi, j'étais pas du tout mobilisée par le judaïsme. Bon, mes fils, ils étaient juifs, etc. On avait comme ça. Mais vraiment, pas mal d'attentats à cette époque-là, en France aussi. Et puis en Israël, ça commence à... Et c'est à ce moment-là qu'on a dit... avec mon ex-mari, on a dit il faut aller en Israël pour soutenir ce pays, c'est pas possible. Les gens, il y avait des attentats partout, etc. Donc à ce moment-là, on a créé notre lien. Et puis après, on est revenu en France et effectivement, on a vu tout doucement la situation se dégrader. Mais jamais de la vie, j'aurais pensé qu'à un moment donné, je ne supporterais plus cette schizophrénie. Qui est classique chez les juifs français intégrés. Non, c'est vrai. C'est très juste ce que vous dites. Et est-ce que vous avez été témoin, alors, puisque vous parlez apparemment beaucoup d'antisémitisme, c'est pas toujours le cas des gens qui viennent ici. Vous avez été témoin d'actes qui vous ont choqué, à part des millions, des millions. Je vivais avec ça. Enfin, quand vous travaillez avec des jeunes arabes, des jeunes musulmans, des jeunes noirs, forcément, ils ont, sans savoir, enfin, ils ont un fantasme du juif. D'ailleurs, l'insulte, à un moment donné, j'ai compris que la grande insulte pour eux, c'était juif. C'est-à-dire juif, c'est la plus grosse insulte qui puisse se dire aujourd'hui en France. Un jour, j'étais dans mon école de théâtre, dans mon lieu, là, dans le 20e, et j'entends du bruit dehors. Et je vois plein de gamins. Bon, il s'avérait que c'était des petits blacks du collège juste en face où j'intervenais régulièrement. Donc que vous connaissiez ? Que je connaissais, bien entendu. Et je les vois autour de quelqu'un, comme ça, le crachant dessus, lui lançant des trucs, etc. Et je m'approche et je vois que c'est un juif ultra-orthodoxe, peut-être un rabbin, je sais pas, enfin, en tout cas avec des papillotes, qui marche comme ça. Et là, bon, tout me revient. Enfin, moi, dans ma famille, il y a eu de la déportation, il y a eu de la résistance. On était en France, ma famille, mes deux familles étaient en France. Donc, tout me revient. Et là, je m'avance vers eux. Donc, je fais en sorte que le monsieur puisse... partir. Et je les bloque et je leur dis, mais vous êtes fous ! Et j'ai dû répéter, vous êtes fous au moins 15 fois, quoi. Ils sont partis après ? Ils étaient mal. Parce qu'ils vous connaissaient en tant que prof de théâtre. Et puis, je pense qu'ils avaient accès tout d'un coup à la folie de leur acte et à la barbarie.
Bon, après, on a connu, on a vu Ilan Halimi, on a vu où est-ce que ça va, ces trucs-là. C'était ça. C'était ça. D'accord, donc on comprend votre démarche très personnelle, évidemment. Alors, l'arrivée en Israël, ça a été quoi? Ça a été le grand waouh ou je venais en Israël tous les ans. Ouais. Mais quand on fait son alia, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Mais quand même, je venais en Israël et pas sur la plage de Tel Aviv. C'est-à-dire, je faisais des tours. D'abord avec mon mari. Bien le pays. Voilà. D'accord. Mais pourtant, vous avez raison. Pourtant, il paraît que c'est pas la même chose. Dans la tête, c'est différent. La vérité, pour moi, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'avais un énorme problème en France avec, je vous ai dit, avec un problème familial très grave qui a repris au moment précis où j'avais fait mon alia et où j'étais coincée. Je pouvais plus revenir en France et donc j'étais coincée. J'avais mon fils à l'internat de Mikvé Israël. Donc j'étais en très grande souffrance, mais pas à cause d'Israël. Au contraire, Israël... Ça vous a aidé ? Les gens étaient d'une gentillesse. J'étais en pleine dépression, je prenais des antidépresseurs, etc. Les gens dans la rue me prenaient la main, je faisais des crises d'hystérie, etc. Bon, j'avais un problème personnel. Et en même temps, je bossais à l'Institut, donc ça se passe. À l'Institut c'était français. génial. Ok. Parce que tout de suite, j'ai gagné ma vie. Oui, vous avez gagné votre vie en tant que prof de français, prof de littérature, où vous donniez des cours. Prof de français. Et aussi de théâtre, à l'Institut français de Tel Aviv. Et j'arrivais donc à avoir là encore deux vies, c'est-à-dire la vie où je pleurais à la maison, ou alors j'allais à la plage pour pleurer dans l'eau, et puis la vie professionnelle où je devais quand même assurer quand même. C'est sûr. Et finalement, ma grande tragédie en France familiale s'est arrangée. Parce que la vie, des fois, ça s'arrange. Et moi, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Je vis des drames et puis ça s'arrange. À ce moment précis où je commençais à me relâcher, à me détendre, à penser à faire des choses qui m'intéressaient vraiment, et bien à ce moment-là, j'ai récidivé un cancer. J'avais eu un cancer 30 ans avant. Et là, en Israël, vous avez... J'ai refait un cancer à l'autre sein, en fait, pour parler crûment. Alors ça, c'est dur, mais c'est aussi intéressant, votre vision de l'hôpital en Israël, votre vision de la société israélienne, de quand on est malade, quand on ne vient pas, quand on n'a pas grandi ici, c'est un autre choc, c'est un deuxième choc. On n'en parle pas souvent sur l'antenne, mais c'est bien de vous donner la parole pour ça aujourd'hui. Vraiment. Parce que vous voyez des gens dans le même cas que vous repartir en France se soigner, et vous avez lutté contre ça. Moi, je ne pouvais pas, c'est très simple. Je disais, ma grande liberté, c'est mes contraintes. La vérité, c'est ça. Donc vous êtes resté ici pour vous soigner. Mon fils était déjà à l'armée. Donc vous n'alliez pas partir. Bosser. Si je travaille pas, moi, je paye pas mon loyer. C'est très, très simple comme opération. Donc vous êtes resté là et vous avez découvert encore un autre monde. Et je me suis j'ai eu tous mes traitements, chimiothérapie, opération, radiothérapie en travaillant. Parce que je ne pouvais pas arrêter de travailler. Là encore, ça a été ma grande chance. Parce que j'étais obligée, malgré les perruques, malgré ce traitement que tout le monde connaît, qui est redoutable, j'étais obligée d'assurer. Et voilà, et moi, c'est ça ma force dans la vie, c'est quand tout s'effondre autour de moi, c'est là que je deviens super costaud. Et c'était très intéressant. C'est vraiment là que j'ai appris Israël et la culture israélienne. Ça veut dire quoi, c'est là que j'ai appris Israël ? Parce que c'est là où, ne parlant pas hébreu, donc je baragouinais en hébreu, mais voilà, quand on a le temps, on peut faire des jolies phrases. Sauf que là, si tu te bats pas, t'as pas de rendez-vous. Et ma sœur, j'ai vu comment ça s'est passé. Elle avait un cancer du sang, elle. Et donc, on l'a fait traîner sur un truc. Elle en avait un peu ras-le-bol de tous les traitements. Elle a laissé faire. Elle est morte. Donc là, vous vous êtes battue. Je me suis battue, mais comme une chienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où j'ai pas fait une crise d'hystérie. La sécurité qui monte.
Mon fils, à un moment donné, il prenait des permes à l'armée. Mais ça veut dire que vous parlez de crise d'hystérie, donc vous êtes mis à gueuler comme les Israéliens, c'est ça? Grave. Pour vous faire entendre? Grave encore plus, parce que on me disait tige-fille, ça me donnait... Moi, je pensais juste à ma sœur qui était morte, et j'avais la mort aux trousses. Un peu traumatisée, mais finalement, ça s'est arrangé pour vous. Ça s'est arrangé très bien. Et puis, j'ai appris à communiquer avec les Russes. J'ai appris à savoir ce que ça veut dire. Vas-y, prends 2 minutes, prends le temps. Ce sera jamais l'hôpital comme en France. Mais n'empêche qu'on va te soigner. Quand on te dit, par exemple, les Tofesh Faisré, tout le monde connaît, hein, les Tofesh Faisré, c'est un truc de dingue, hein, c'est-à-dire, vous voulez aller à Ichilov, mais vous n'avez pas le droit parce que c'est pas à Souta, il faut nanani, nanana, bref, il faut 3 autorisations pour pouvoir faire une prise de sang. C'était ça. Donc vous êtes débrouillé dans cette jungle médicale, on va dire, vous avez appris. J'ai appris à respecter notamment les malades. À respecter le système aussi. Pas trop, parce que c'est un système qui est fait pour les riches, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une médecine à 2 vitesses. Il y a des gens qui vous passent devant, mais les malades et les médecins qui n'ont pas forcément d'argent, qui étaient dans la même situation que moi et qui me prenaient la main, qui me disaient « vas-y ». Donc vous avez appris des Israéliens. Cette mentale israélienne magnifique, où tout le monde me disait « mais comment ça se fait que tu viens seul à l'hôpital ? Personne ne vient seul à l'hôpital. Tu viens toujours avec un frère, une sœur, une copine. Tu viens pas seul, c'est trop violent l'hôpital ici. » Parce qu'il faut se battre. Parce qu'on te dit ton nom. Toi, t'es française, tu comprends pas bien. On te passe ton tour. Et c'est tout le temps comme ça. Et voilà. En tout cas, j'ai survécu. C'est un bon passeport pour apprendre à se débrouiller ici. Mais bon, j'ai la chance d'avoir des cancers qui réagissent bien. Bon, on espère que c'est le dernier pour vous. Si Dieu veut. Vraiment. Et en tout cas, je trouve ça courageux de venir témoigner ici. Aujourd'hui, ça va pour vous? Vous avez repris votre activité. Je ne l'ai jamais arrêté, mais... De théâtre, puisque vous avez un spectacle qui tourne sur Tel Aviv, un spectacle de Molière. Vous avez des ateliers. La vie est belle. La vie est magnifique en Israël. Et c'est pas qu'elle est magnifique dans le sens où on est heureux, mais j'aime ce sol, quoi. C'est comme ça. J'aime ce sol, je me sens en paix. Mon judaïsme n'est plus un poids affreux que je dois cacher en permanence. Enfin, c'est incroyable, quoi, cette chance que j'ai d'avoir pu venir avant qu'il soit trop tard. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup d'être venu et Be'atzlacha pour toutes vos activités. Voilà, à bientôt. De rien. Au revoir, ma chère. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.